La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors pour ces petites interviews du Labo des Savoirs confinés, je rejoins Vona Meleder. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vona. Alors vous êtes chercheuse à l'Université de Nantes, mais bien sûr vous n'y êtes pas parce qu'on est en plein confinement. Comment Non. s'appelle le labo auquel vous êtes rattaché? Alors, le labo dans lequel je suis s'appelle le laboratoire Mère Molécules Santé. Et comme son nom l'indique, on travaille essentiellement sur la mer et la valorisation des organismes qui occupent différents écosystèmes en bord de mer, quoi. Et vous, plus précisément, vous vous occupez principalement des vasières comme écosystème? Ouais, voilà. Donc, moi, je suis vraiment spécialiste des vasières, qui sont donc ces zones composées de vases qui ne donnent pas trop envie d'y aller, mais qui découvrent à chaque marée basse. Donc, si vous allez vous promener en bord de Loire ou en bord de plage du côté de la baie de Bourgneuf, autour de l'île de Noirmoutier, à marée basse, eh bien, vous verrez des grandes étendues de vases. Eh bien, je travaille sur ces écosystèmes-là. Et c'est ça la caractéristique d'une vasière, c'est le fait qu'elle soit sous l'eau pendant la marée haute et hors de l'eau pendant la marée basse, et que ce soit assez plat aussi. Il y a une manière pour se déposer les Ouais. sédiments qui est importante. Alors, il y a des vasières aussi qui restent tout le temps sous l'eau. Donc là, on parle de vasières subdidales, sub dessous et tidal, c'est la marée. Moi, je travaille sur des vasières interdidales, donc entre les marées. Donc moi, je travaille sur une vasière qui est découverte par intervalle de temps régulier, le temps des marées. Donc c'est une particularité vraiment spécifique, puisque du coup, c'est des écosystèmes qui sont très contraints par ces changements de marée, donc des changements de température, des changements de lumière, de salinité, etc. Donc, c'est des milieux très variables, donc qui sont très complexes à étudier, mais également super intéressants. Ouais, et puis d'être balayé comme ça par les eaux 2 fois par jour. Il y a quoi comme Ouais. animaux, par exemple, qu'on peut trouver dans ces vasières? Quel genre d'animaux ou de plantes d'ailleurs, d'êtres vivants? Alors, bon, ouais, alors, bon, c'est vrai, moi, je suis spécialiste des algues. On pourra revenir dessus tout à l'heure parce que, bon, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Mais si vous allez vous promener à marée basse au bord d'une vasière interdidale, bah, vous verrez tout de suite des parcs à huîtres. C'est l'écosystème des huîtres. Vous pourrez voir des petits vers de vase, ceux qui font les tire-bouchons, là, les vers des pêcheurs qui vont ramasser pour aller à la pêche. Après, il y a les coques. Enfin, voilà, c'est tous ces coquillages-là, tous ces mollusques que l'on mange vivent dans ces vasières. Et il y a également des végétaux. Bon, peut-être que vous avez déjà vu également, il y a des herbiers, il y a comment dire, oui, des prairies de végétaux capables de faire des fleurs, qu'on appelle les zostères. On trouve les mêmes en Méditerranée qui sont les posidonies. Donc ça existe également sur nos vasières, on en a beaucoup. Et on a tout plein de micro-organismes, aussi bien végétaux que animaux, que bactériens, des virus aussi. Donc c'est vraiment, ça foisonne de vie. Et alors là, on est en plein hanté par les virus et les micro-organismes. Il y en a que vous adorez qui s'appellent les diatomées. Rien Ouais. de dangereux pour l'homme, là, avec ces micro-organismes. Non, de façon générale, non. Alors, dans tout, si on parle vraiment des microalgues, on connaît, et c'est régulièrement dans les journaux, il y a quelques microalgues qui sont toxiques et nocives pour l'homme. Chez les diatomées, il y en a quelques-unes, mais heureusement, c'est loin d'être la majorité. Et puis, il faut bien se rappeler que si elles sont toxiques, c'est une façon pour elles de se défendre contre des agressions de l'environnement. Mais de façon générale, non, elles sont pas toxiques, elles sont même indispensables à la vie de ces vasières et à la vie du coup terrestre en général. Ouais, alors les diatomées, on les connaît très mal, le grand public, on n'entend quasiment jamais parler. C'est un être vivant assez spécial parce que c'est pas vraiment une plante, même si c'est considéré comme une Ouais. algue, c'est pas vraiment une plante. Alors, ça dépend de comment on définit une plante. C'est vraiment le discours que j'ai avec mes étudiants quand ils arrivent en première année. C'est justement leur définir les algues par rapport à des notions que eux ils connaissent, c'est-à-dire des plantes, ça fait de la photosynthèse, c'est-à-dire que ça va fixer le dioxyde de carbone, le CO2, pour produire de l'oxygène. Eh bien, les diatomées sont tout à fait, enfin, le font, c'est leur mode de vie. Elles font également de la photosynthèse. Elles vont fixer du dioxyde de carbone, le CO2, pour produire de l'oxygène, comme n'importe lequel de notre brin d'herbe ou de nos chênes. Elles font exactement la même photosynthèse. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui va faire que ça va être différent
d'une forêt. Donc les microalgues et les algues en général fonctionnent de la même façon. Elles font la même chose. Ce qui va les différencier, c'est que ce sont des organismes unicellulaires. Hein, c'est un individu, c'est une cellule pour ces microalgues. Le grand public peut les connaître sous le nom de phytoplancton. Ce sont les microalgues qui vivent dans la colonne d'eau. Sauf que moi, j'ai la spécificité de travailler sur des microalgues qui ne vivent pas vraiment dans l'eau. Elles préfèrent être mélangées dans des grains de sédiments, mélangées dans de la vase ou vivre sur la vase. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça du phytoplancton, mais du microphytobenthos. Donc ça, c'est le terme scientifique. Et donc, c'est essentiellement composé de diatomées, qui sont donc des microalgues unicellulaires et qui ont en plus la particularité d'avoir ce qu'on appelle un endosquelette, c'est-à-dire une boîte. Elles vivent dans une boîte et cette boîte est composée de silice, c'est-à-dire de verre. Et c'est vraiment la particularité des microalgues. Et pourtant, ces microalgues, les diatomées, que ce soit dans l'eau ou dans la vase, ce sont elles qui sont les majoritaires. Elles sont les plus nombreuses des microalgues sur le globe terrestre, aussi bien dans le domaine marin que dans le domaine des rivières ou des lacs. Oui, parce que c'est extrêmement, extrêmement abondant. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine, comme les plantes sont le premier moyen de la chaîne alimentaire terrestre. Et quand on est le premier maillon de la chaîne, il faut être beaucoup plus nombreux que les maillons d'après. Du coup, c'est vraiment massif comme... Oui, elles sont très nombreuses et elles produisent beaucoup parce que faut en nourrir du monde, hein, parce qu'il faut les nourrir tous ces petites huîtres et ces petits vers. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Juste pour avoir une petite idée de la production de ces microalgues, eh bien, ces vasières littorales vont produire presque autant au mètre carré équivalent que des forêts tropicales. Également, une image qui est très marquante. Imaginez 1 mètre carré de vasière, eh bien, ça produit comme si dessus il y avait 70 salades. C'est énorme. Ouais, et vous, du coup, pour les observer, soit vous allez les ramasser directement avec des bottes en marchant dans la vase et en essayant de ramener des échantillons vivants, soit vous utilisez aussi des vues satellites. Ouais, c'est ça. En fait, on fait les deux parce que, ces vasières littorales, si vous avez déjà été un peu vous balader, on voit bien qu'on ne peut pas aller très loin, très vite et que si on veut vraiment étudier toute la vasière, il faut marcher longtemps et même des fois, ça peut être un peu dangereux. Donc, on fait beaucoup de terrain pour aller faire des suivis, on va dire stationnaires, à un endroit donné, voir comment cette station, ce point-là évolue dans le temps. Mais après, pour avoir l'image à tout l'écosystème qui prend plusieurs kilomètres carrés, eh bien là, on va aller utiliser effectivement des images satellites et également des images drones qui se font de plus en plus. C'est vraiment une technologie qu'on aime beaucoup parce qu'on peut acquérir des images en peu de temps et à un moindre coût. Alors, ça permet de voir l'ampleur du peuplement et donc d'un point de vue de compréhension des écosystèmes, c'est fondamental. Peut-être quelques mots pour finir sur l'organisme en lui-même. Vous disiez qu'il est enfermé dans un petit exosquelette en verre, ce qui déjà est incroyable, parce que le verre, normalement, ça empêche de passer les fluides, donc il faut bien que les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule se fassent. Et ça paraît incroyable d'être enfermé dans du verre. Ouais. Complètement. C'est ça qui m'a fascinée dès le début en fait chez ces microalgues-là. C'est que si vous avez la chance de les voir à l'aide d'un microscope, un microscope optique qui est celui qu'on va utiliser dans n'importe quelle salle de TP, de biologie, de sciences de la vie, ou alors si on a de la chance d'aller voir des images en microscopie électronique qui va faire des très 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 gros grossissements, eh bien vous allez voir cette petite boîte en verre qui est on l'appelle ornementé. Il y a des trous, il y a des fentes, il y a des petits tuyaux, il y a plein de formes et chaque forme est spécifique à une espèce donnée. C'est d'ailleurs, on utilise en fait ces formes-là pour faire de la taxonomie, c'est-à-dire pour nommer, pour donner un nom à chacune de ces espèces. Et donc, c'est une boîte de verre mais qui est rendu perméable grâce à ces petites ornementations. Et l'autre avantage d'avoir cette petite boîte en verre, c'est que le verre va permettre également de diffuser la lumière de façon homogène dans la cellule. Donc, quand elles sont éclairées par un petit rayon de soleil, toute la cellule en profite. C'est, imaginez, nous, on est au soleil et en fait, on va bronzer des deux côtés. Oh, c'est super pratique. C'est super pratique. Et alors, du coup, c'est magnifique. Je conseille à tous ceux qui voudront taper diatomée dans leur moteur de recherche d'aller voir les images parce qu'il y a une diversité incroyable et c'est vraiment de l'orfèvrerie. Et
cette petite boîte, elle s'ouvre un peu comme une boîte de camembert pour permettre Ouais. de se dupliquer. C'est un cycle de reproduction assez improbable aussi, parce que ça ne fait pas que de la duplication. Non, bah, comme beaucoup d'organismes vivants, même la majorité des organismes vivants eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un noyau, sont susceptibles de faire de la reproduction sexuée. On ne la connaît pas partout, mais chez tous les organismes, il y a toujours un papa, une maman quelque part qui se balade. Mais on n'a pas la preuve pour tout le monde. Et les diatomées, donc, comme tous ces organismes vivants eucaryotes, donc avec un noyau, sont capables de la reproduction sexuée. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, la contrainte en fait de cette microalgue, c'est de vivre dans cette petite boîte de verre, et à chaque division cellulaire, qui est la reproduction, on va dire, ce qu'on appelle végétative, c'est-à-dire qu'en fait, une cellule va donner des clones, Oui, c'est du et clonage. bien, c'est du clonage complètement. La cellule devient de plus en plus petite. Et au bout d'un moment, la cellule est tellement petite qu'elle est plus viable. Et donc ça, c'est un stress pour elle, et c'est un système également qui va générer, induire en fait cette reproduction sexuée. La cellule, vu qu'elle est unicellulaire, va se transformer en gamète et va aller rencontrer un gamète d'une autre cellule. Donc la boîte va s'ouvrir, le gamète va partir et va aller rencontrer un autre gamète. Les deux gamètes vont s'associer, vont donner donc ce qu'on appelle un zygote, donc un petit bébé. Et ce petit bébé, il va reproduire une nouvelle boîte à la taille maximum qu'avaient au début les parents. Donc ça veut dire qu'il se clone, c'est une boîte de camembert qui se clone Ouais. en se réduisant, et qui, quand elle est Ouais. devenue trop petite, devient carrément l'équivalent d'un spermatozoïde et d'un ovule, quoi, de gamètes, Ouais. se reproduit et revient à la taille maximum. Et du coup, là, il y a Ouais. un mélange de gènes à ce moment-là. Oui, et donc à ce moment-là, il y a un brassage génétique. Et complètement. Mais par contre, bon, après, c'est des sujets de recherche. Bon, moi, je ne les mets pas directement, mais il y a certains de mes collègues qui le font, qui vont s'amuser justement à croiser différentes espèces pour voir si ce sont vraiment des espèces différentes ou ce sont des espèces identiques, puisque on sait bien aujourd'hui que d'un point de vue génétique, deux individus qui sont capables de se reproduire, c'est qu'ils appartiennent à la même espèce, ou alors à des espèces qui sont très très proches. À ce moment-là, ça peut faire des hybrides. Donc voilà, il y en a qui vont étudier ça. Je reviens également sur cette histoire d'induction de la reproduction sexuelle, c'est-à-dire la cellule qui devient son propre gamète. Ça peut être également en réponse à un stress. Par exemple, nous, on a dans notre laboratoire une collection de microalgues, on en a plein, on a une centaine d'espèces différentes. Et bien, pour pouvoir les conserver plus longtemps, on va les mettre au froid. On va les mettre à 8 degrés, elles n'aiment pas trop. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en les mettant au froid, alors qu'elles étaient de la bonne taille, eh bien, elles sont rentrées en reproduction sexuée. C'est aussi quand les temps sont durs, elles font des bébés. Des bébés confinement. Très bien. On verra C'est si ça, les êtres humains quand font elles sont pareil sous stress. confinées. On verra. Très bien. J'espère pouvoir rapidement vous proposer de faire l'émission qu'on avait imaginée et avoir 1 heure pour parler Ouais. de la diversité de ces organismes, parce que même dans l'écosystème, elles ont beaucoup de modes de vie différentes. Donc, ça n'a été qu'une brève introduction. Ouais, j'espère que ça vous a donné envie, mais enfin là, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Ouais, déjà, on a une belle première vision de ces organismes. Merci beaucoup, Vona. Je vous laisse reprendre votre quotidien confiné. Et puis, à Merci. bientôt dehors et derrière un micro. Ouais, merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Merci, Vona. Au Ciao, revoir. ciao.